Que se passerait-il si je te disais que la seule raison pour laquelle tu es encore coincé est que tu as regardé dans la mauvaise direction? Pendant que tu perds du temps à satisfaire le monde, à chercher l'approbation de ceux qui n'ont pas d'importance ou à t'accrocher à ce qui ne sert plus, tu oublies la seule chose qui compte vraiment, toi-même. Cette année ne sera pas l'année des autres, ce sera ton année. Le moment où tu deviens ta priorité absolue, où tu romps avec tout ce qui limite ta croissance et où, pour la première fois, tu te concentres exclusivement sur toi. Se concentrer sur soi-même n'est pas de l'égoïsme, c'est du pouvoir. Il est temps de prendre des décisions conscientes, d'éliminer ce qui n'ajoute rien et de transformer tes faiblesses en les fondations de ta force. Il n'y a plus de place pour les excuses ou les distractions. C'est le moment où tu décides si tu veux continuer à être un spectateur ou si tu es prêt à prendre le contrôle de ta vie. Ces 12 leçons ne sont pas des conseils vides, ce sont des outils pour construire une vie avec plus de contrôle, moins de bruit et surtout plus de sens. Parce que lorsque tu décides de te concentrer uniquement sur toi-même, tu découvres que la réponse que tu as toujours cherchée était en toi, attendant que tu la prennes. Es-tu prêt à cesser d'être une version éteinte de ce que tu pourrais être? C'est ton année et le moment d'agir est maintenant. Commençons. Leçon 1. Fais de toi-même ta plus grande priorité. La vie est pleine de décisions et de responsabilités. Souvent, nous nous y perdons, laissant nos propres besoins à la fin de la liste. Mais les stoïciens nous ont enseigné quelque chose d'essentiel. Si tu ne prends pas soin de toi, comment espères-tu affronter les défis avec force et clarté? Faire de toi-même ta priorité n'est pas de l'égoïsme. C'est la base pour construire une vie épanouissante. Marc Aurèle disait que la véritable tranquillité commence lorsque nous vivons en harmonie avec nous-mêmes. Cela signifie reconnaître que tu es le centre à partir duquel tout se construit. Si tu ne te renforces pas d'abord, il sera difficile de résister aux difficultés que la vie apporte. Tu ne peux pas prendre soin des autres, atteindre des objectifs ou affronter des problèmes si tu t'oublies toi-même. Peut-être que tu as passé des années à laisser de côté tes rêves et ton bien-être pour répondre aux attentes des autres. Mais cela a un coût. Tu t'épuises, tu perds de l'énergie et tu finis par te sentir vide. C'est le moment de changer. Te prioriser ne signifie pas que tu ignores les autres, mais que tu mets de l'ordre dans ce qui dépend de toi. Parce que seul, à partir de ta force, tu peux apporter quelque chose de précieux à ceux qui t'entourent. Pense à cela. Si ton corps était un temple, le négligerais-tu? Si ton esprit était un jardin, le remplirais-tu de mauvaises herbes? Commence à prendre soin de toi. Nourris ta santé, tes pensées et tes émotions avec des choses qui te renforcent. Apprends à dire non quand quelque chose ne te fait pas du bien et à créer des habitudes qui t'aident à grandir. Un arbre qui ne reçoit pas d'eau ne peut pas donner de fruits. Tu es cet arbre. Si tu te négliges, tu ne t'affectes pas seulement toi-même, mais tout ce que tu essaies de construire. Mais lorsque tu te renforces, tu peux affronter n'importe quel défi et aider les autres à partir d'un lieu de stabilité et d'énergie. Rappelle-toi, le seul temps que tu as est maintenant. Et la seule chose que tu peux contrôler est ta propre préparation pour ce qui vient. Fais de toi-même ta plus grande priorité, parce que c'est seulement de là que tu pourras vivre pleinement et avec un but. Leçon 2. Brisez les schémas automatiques qui vous retiennent. Combien de fois avez-vous terminé la journée avec le sentiment que rien n'a changé? Vous vivez les mêmes cycles, les mêmes décisions, les mêmes pensées, les mêmes actions, tout en pilote automatique. Sans vous en rendre compte, les habitudes que vous avez créées pour faciliter votre vie agissent maintenant comme des chaînes qui vous attachent au même endroit. C'est comme marcher en cercle, en attendant un nouveau chemin qui n'apparaît jamais. Le piège des schémas automatiques est leur confort. Ils nous donnent une fausse sensation de contrôle parce qu'ils sont prévisibles. Mais ce confort a un prix élevé, la stagnation. Chaque fois que vous choisissez le connu au détriment de ce qui vous défie, vous vous éloignez de votre potentiel. Le familier peut sembler sûr, mais c'est aussi ce qui empêche votre croissance.
Et la vérité est que la clé pour briser ces chaînes a toujours été entre vos mains. La première étape pour vous libérer est d'identifier ces schémas. Demandez-vous, qu'est-ce que je fais sans réfléchir? Quelle décision je prends par habitude? Peut-être que vous acceptez toujours des tâches que vous ne voulez pas faire pour éviter les conflits, ou que vous laissez des pensées négatives diriger votre vie. Ces habitudes ne vous épuisent pas seulement, elles bloquent aussi votre progression. Le changement commence lorsque vous décidez de vous observer avec honnêteté et d'admettre que tous les chemins que vous suivez ne vous mènent pas où vous le souhaitez. C'est ici que le stoïcisme offre un guide puissant. Épictète disait que nous ne contrôlons pas ce qui se passe, mais bien notre réponse. C'est ce principe qui vous permet de rompre avec l'automatique, remettre en question ces réponses qui surgissent sans réfléchir. Souvent, ce qui vous a aidé dans le passé est maintenant ce qui vous retient. Le changement n'est pas toujours confortable, mais il est nécessaire pour avancer. Les stoïciens soulignent également l'importance de l'action délibérée. Chaque petit pas compte, même quelque chose d'aussi simple que changer une routine. Faites une chose différente chaque jour, quelque chose qui vous sort de votre zone de confort. L'inconfort initial est un signe que vous brisez de vieux schémas et construisez quelque chose de nouveau. Rompre avec l'automatique n'est pas facile, mais c'est libérateur. C'est un acte de courage, une décision consciente de prendre le contrôle de votre vie. Ce n'est que lorsque vous choisissez de défier ce que vous connaissez que vous pouvez vous ouvrir à de nouvelles possibilités et avancer vers une version plus complète de vous-même. Leçon 3. Change les croyances qui limitent ton futur. Tes croyances sont la base sur laquelle tu construis ta vie. Tout ce que tu fais, décides et poursuis est influencé par ce que tu considères vrai sur toi-même et sur le monde. Mais t'es-tu déjà demandé si ces croyances te poussent en avant ou te retiennent? Beaucoup d'entre elles ne sont que des idées héritées ou acquises avec le temps, acceptées sans les remettre en question. Et c'est là le problème. Ce que tu crois détermine ce que tu fais, et ce que tu fais définit qui tu es. Si tu ne révises pas tes croyances, tu pourrais limiter ton propre futur. Il est facile de tomber dans l'habitude de penser que certaines choses sont simplement ainsi. Peut-être crois-tu que tu n'es pas assez bon pour accomplir quelque chose de grand, que l'échec est quelque chose à éviter à tout prix, ou que le succès est seulement réservé aux autres. Ces idées ne sont pas des faits, ce sont des histoires que tu t'es racontées ou que quelqu'un d'autre t'a fait croire. Mais que se passerait-il si tu remettais en question ces histoires? Changer une croyance commence par reconnaître qu'elle n'est pas une vérité absolue, mais une perspective. Demande-toi d'où vient cette idée. M'aide-t-elle ou me freine-t-elle? Souvent, tu découvriras que ces croyances naissent de la peur, du rejet du changement ou d'expériences passées qui n'ont plus de pertinence. Tu n'as pas à rester prisonnier d'elles. Le stoïcisme nous rappelle que nous devons nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Marc Aurèle disait que nos vies sont façonnées par nos pensées. Si tes croyances actuelles ne sont pas alignées avec ce que tu veux être, change-les. Tu as le pouvoir de décider quelle pensée tu permets de guider ta vie. En défiant ce que tu considères comme vrai, tu ouvres la porte à de nouvelles possibilités. Commence par remplacer ces croyances limitantes par d'autres qui te donnent du pouvoir. Au lieu de penser « je ne peux pas le faire », dis « je peux apprendre à le faire ». Changer une croyance n'est pas un acte magique. C'est un processus constant de défier l'ancien et de construire le nouveau. Rappelle-toi, tes croyances sont la carte qui guide ta vie. Si la carte est fausse, tu n'arriveras jamais à ta destination. Révise tes croyances, ajuste ce qui ne te sert pas et permets que ton futur soit défini par ce que tu désires vraiment, pas par les limites que tu as acceptées autrefois. Leçon 4. Activez le pouvoir transformateur de votre esprit. Votre esprit est comme un outil sans limite. Il peut vous pousser à accomplir l'inimaginable ou devenir le plus grand obstacle sur votre chemin. Chaque pensée que vous abritez a le pouvoir de construire ou de détruire, d'ouvrir des portes ou de les fermer. Cependant,
Beaucoup d'entre nous passent leur vie à laisser notre esprit fonctionner en automatique, guidé par des peurs, des doutes et des croyances héritées que nous ne remettons jamais en question. Il est temps de changer cela. Il est temps de prendre le contrôle et d'activer le pouvoir transformateur de votre esprit. Tout commence par vos pensées. Ce que vous pensez de vous-même définit ce que vous croyez pouvoir faire, et cela, à son tour, détermine les décisions que vous prenez. Si vous remplissez votre esprit d'idées limitantes comme « je ne suis pas capable » ou « ce n'est pas pour moi », vous créez un futur en accord avec ces mots. Mais si vous choisissez consciemment des pensées qui vous donnent du pouvoir, votre monde commence à changer. La première étape est d'observer votre esprit et de vous demander « ces pensées m'aident-elles ou me freinent-elles ?» Le véritable pouvoir de votre esprit réside dans votre capacité à le diriger. Imaginez que c'est un fleuve tumultueux. Si vous ne le contrôlez pas, il peut tout inonder. Mais si vous construisez des canaux appropriés, ce fleuve peut générer de l'énergie, donner la vie et déplacer des montagnes. C'est ainsi que fonctionne votre esprit. Sans direction, c'est le chaos. Avec de la concentration, il est imparable. C'est ici que le stoïcisme nous donne une leçon clé. Épictète disait « Ce ne sont pas les faits qui nous affectent, mais la façon dont nous les interprétons. » Cela signifie que vous décidez de la signification de ce qui vous arrive. Vous ne pouvez pas contrôler les circonstances extérieures, mais vous pouvez décider comment les affronter. Au lieu de rester coincé dans la peur ou la frustration, vous pouvez utiliser ces défis comme carburant pour grandir. Entraîner votre esprit est essentiel. La méditation, l'écriture réflexive et la pratique de la gratitude sont des outils simples mais puissants pour façonner vos pensées. Consacrez du temps chaque jour à nourrir votre esprit avec des idées qui vous poussent, à éliminer le bruit qui ne vous sert pas et à vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Votre esprit a un pouvoir immense, mais ce pouvoir dépend de vous. L'utiliserez-vous pour avancer ou pour rester au même endroit? Lorsque vous décidez de maîtriser vos pensées, vous découvrez que la véritable limite n'a jamais été à l'extérieur, mais à l'intérieur de vous. Il est maintenant temps de libérer tout ce que votre esprit peut offrir. Leçon 5. Fais que chaque minute compte. Le temps est la ressource la plus précieuse que tu as, mais c'est aussi la seule que tu ne peux pas récupérer. Chaque minute qui passe est un fragment de ta vie qui ne reviendra jamais. Et pourtant, combien de ces minutes gaspilles-tu en choses qui n'ont pas d'importance? Réseaux sociaux, soucis inutiles, conversations sans sens. Il est facile de tomber dans le piège de croire que le temps est infini. Mais il ne l'est pas. C'est pourquoi si tu veux transformer ta vie, tu dois apprendre à traiter chaque minute comme ce qu'elle est réellement. Un trésor. Imagine que chaque jour, tu reçois un dépôt de 1440 pièces d'or. Ces pièces représentent les minutes de ta journée. Maintenant demande-toi, à quoi les dépenses-tu? À construire quelque chose de précieux ou à les laisser tomber sans soin? La différence entre une vie épanouissante et une vie pleine de regrets réside dans la façon dont tu décides d'utiliser ce trésor quotidien. Faire que chaque minute compte ne signifie pas vivre en courant d'un endroit à un autre ou en remplissant ton agenda à la limite. Il s'agit de donner un sens à ce que tu fais. Chaque action, aussi petite soit-elle, doit être alignée avec ce que tu valorises vraiment. Demande-toi, est-ce que cela me rapproche de la vie que je veux ou est-ce que cela me maintient simplement occupé? Il est facile de confondre activité avec productivité, mais ce ne sont pas la même chose. Le stoïcisme nous apprend à vivre conscient du moment présent. Marc Aurèle disait « Ne vis pas comme si tu avais 10 000 ans devant toi. Le destin est à un pas, agis maintenant. » Ce rappel n'est pas pour générer de la peur, mais pour inspirer l'action. Tu ne peux pas contrôler combien de temps tu auras, mais tu peux décider comment tu l'utilises. Une façon pratique de profiter de ton temps est d'établir des priorités claires. Identifie les activités qui comptent vraiment et consacre tes meilleures heures à elles. Tout ne mérite pas ton attention et apprendre à dire non est essentiel pour protéger ton temps. De plus, évite de tomber dans le piège de la procrastination. Chaque fois que tu reportes quelque chose d'important, tu voles du temps à ton futur.
Fais que chaque minute compte, non pas parce que le temps est limité, mais parce que ta vie mérite d'être vécue avec intention. Ne laisse pas les jours passer sans but. Quand tu décides de donner de la valeur à chaque instant, tu découvres que le temps, bien utilisé, est l'outil le plus puissant pour transformer ta vie. Leçon 6. Libérez-vous des émotions qui vous emprisonnent. Les émotions font partie de ce qui nous rend humains, mais elles peuvent aussi devenir les chaînes les plus lourdes si nous ne savons pas les gérer. La colère, la culpabilité, l'anxiété ou même l'attachement excessif peuvent prendre le contrôle de votre vie, vous éloignant de ce qui compte vraiment. Si vous vous laissez emporter par elles, vous devenez prisonnier d'un va-et-vient émotionnel constant qui consomme votre énergie et brouille votre jugement. Il est temps de briser ces chaînes et de reprendre le contrôle. Pensez à toutes les fois où la colère vous a fait agir impulsivement, ou où la culpabilité vous a laissé pris dans un cycle de regrets. Ces émotions, bien qu'intenses, sont éphémères. Cependant, lorsque vous les nourrissez ou vous identifiez trop à elles, elles commencent à définir votre réalité. Il ne s'agit pas de les ignorer ou de les réprimer, mais de les comprendre et de leur donner leur juste place. Lorsqu'une émotion vous envahit, demandez-vous « Pourquoi est-ce que je ressens cela ?» Souvent, vous découvrirez que cela n'a pas tant à voir avec ce qui se passe, mais avec la façon dont vous l'interprétez. Cette petite pause pour réfléchir peut faire la différence entre agir calmement ou se laisser emporter par le chaos. Une stratégie puissante consiste à apprendre à séparer qui vous êtes de ce que vous ressentez. Vous n'êtes pas votre colère, ni votre tristesse, ni votre anxiété. Ces émotions sont comme des vagues. Elles arrivent, frappent et puis s'en vont. Lorsque vous réalisez cela, vous retrouvez votre capacité à décider comment réagir. C'est ici que les enseignements stoïciens, presque sans que vous vous en rendiez compte, entrent en jeu. Marc Aurèle a écrit que ce ne sont pas les événements qui nous affectent, mais notre perception d'eux. Si vous apprenez à voir les émotions comme éphémères et à ne pas les laisser vous définir, vous commencez à vivre avec plus de clarté et de paix. Libérez-vous de ces émotions qui vous lient à de vieilles blessures, à des conflits inutiles ou à des attentes qui ne vous appartiennent pas. Ne laissez pas les hauts et les bas d'un moment décider du cours de votre vie. Rappelez-vous, vous avez le contrôle, pas ce que vous ressentez à un instant. Lorsque vous maîtrisez vos émotions, vous découvrez une force intérieure qui vous permet d'avancer avec détermination et confiance. Non pas parce que vous ne ressentez rien, mais parce que vous décidez de ne pas être esclave de ce que vous ressentez. La véritable liberté commence lorsque vous choisissez comment répondre au lieu de réagir. Leçon 7. Arrête de dépendre de l'approbation des autres. Il est surprenant de voir combien de temps et d'énergie nous consacrons à chercher l'approbation des autres. Sans nous en rendre compte, nous permettons aux opinions extérieures de dicter nos décisions, nos objectifs et même notre identité. Nous cherchons des éloges, de la validation et de la reconnaissance comme si notre valeur en dépendait. Et dans ce processus, nous sacrifions notre authenticité. Mais t'es-tu déjà arrêté pour penser à quel point ce prix est élevé? Quand tu dépends de l'approbation des autres, tu cèdes le contrôle de ta vie. Chaque décision, grande ou petite, devient un acte de complaisance. Comment s'habiller? Quelle carrière suivre? Quel rêve poursuivre? Tout semble passer d'abord par le filtre de « que penseront les autres ?» Et l'ironie est que, peu importe à quel point tu t'efforces, tu ne réussiras jamais à satisfaire tout le monde. Il y aura toujours quelqu'un pour critiquer ou pour ne pas être d'accord avec toi. Alors, pourquoi rester lié à cette recherche sans fin? Arrêter de dépendre de l'approbation ne signifie pas être indifférent ou arrogant, mais reconnaître que ton bonheur et ta valeur ne sont pas entre les mains de quelqu'un d'autre. Tu es celui qui vit avec les conséquences de tes décisions, pas eux. C'est pourquoi tes choix doivent être guidés par tes propres valeurs et désirs, pas par ce que les autres attendent de toi. C'est ici que les enseignements stoïciens offrent un guide puissant, bien que de manière subtile. Marc Aurèle disait « L'âme se teint de la couleur de ses pensées ».
Si tes pensées sont constamment préoccupées par le fait de plaire aux autres, tu perdras inévitablement le contact avec qui tu es vraiment. Les stoïciens nous invitent à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et les opinions extérieures sont, sans aucun doute, quelque chose qui est hors de notre portée. Pour commencer à lâcher cette dépendance, demande-toi, est-ce que je prends cette décision pour moi ou pour satisfaire quelqu'un d'autre? Sois honnête avec toi-même. Si tu te rends compte que tu vis selon les attentes des autres, il est temps de repenser ton chemin. Accepte que tout le monde ne sera pas d'accord avec toi. Et cela n'est pas seulement normal, mais aussi libérateur. Quand tu arrêtes d'essayer de plaire à tout le monde, tu découvres une paix qui ne dépend de rien d'extérieur. Rappelle-toi, la seule approbation dont tu as besoin est la tienne. Vivre pour plaire aux autres, c'est te perdre toi-même. Vivre selon tes propres termes, c'est trouver la liberté. Fais de ta vie un reflet de ce que tu valorises et crois en ta capacité à définir qui tu es, sans chercher la validation de personne d'autre. Leçon 8. Guide avec des actions qui inspirent les autres. Dans un monde rempli de bruit et de paroles vides, ce qui a vraiment un impact, ce sont les actions. Tu peux parler de tes objectifs, de tes principes ou de ce que tu valorises. Mais ce qui laisse vraiment une marque sur les autres, c'est ce que tu fais, pas ce que tu dis. La véritable inspiration ne vient pas de discours élaborés, mais d'un exemple vécu, tangible, authentique. Si tu veux guider les autres et être une influence positive, tu dois d'abord diriger par tes actes. Pense aux personnes qui ont le plus marqué ta vie. Ce n'étaient pas celles qui parlaient seulement de grandes idées, mais celles qui les mettaient en pratique. Un mentor qui a fait face à ses propres défis avec courage, un ami qui a montré de l'intégrité quand il était plus facile de ne pas le faire, ou quelqu'un qui a persévéré quand tout semblait perdu. Ces exemples réels sont ceux qui nous inspirent, parce qu'ils reflètent ce qu'il est possible d'accomplir avec détermination et cohérence. Pour guider par tes actions, tu dois d'abord être aligné avec tes valeurs. Tu ne peux pas prêcher quelque chose que tu ne pratiques pas, car le manque de congruence est évident pour ceux qui t'entourent. Si tu parles de discipline, mais que tu ne respectes pas tes propres engagements, si tu défends l'honnêteté, mais que tu agis avec tromperie, tes paroles perdent de leur poids. Être un leader, même dans les interactions les plus quotidiennes, signifie agir avec intégrité, même si personne ne regarde. C'est là que les enseignements stoïciens s'intègrent presque naturellement. Marc Aurèle disait « Sois droit, agis avec droiture, ne cherche pas à être reconnu pour cela ». Ce principe nous rappelle que les actions qui inspirent vraiment ne cherchent pas les applaudissements ni la reconnaissance. Elles sont réalisées parce qu'elles sont justes, parce qu'elles reflètent qui tu es et parce qu'elles ont le pouvoir de transformer, même si c'est de manière silencieuse. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour inspirer les autres, mais tu dois être constant. Chaque petit geste compte. Aider quelqu'un sans rien attendre en retour, rester fidèle à tes principes dans les moments difficiles, ou simplement t'efforcer de t'améliorer chaque jour sont des exemples qui ont un impact profond. Tes actions peuvent être l'étincelle qui motive les autres à croire en eux-mêmes et à agir. Quand tu guides par tes actions, tu n'inspires pas seulement les autres, tu construis aussi une vie de but et de cohérence. Laisse ce que tu fais parler plus fort que n'importe quel mot. Dirige à partir de la vérité de tes actes et tu seras un phare pour ceux qui t'entourent. L'exemple sera toujours le maître le plus puissant. Leçon 9. Avance sans peur de faire des erreurs. La peur de l'erreur est l'un des plus grands freins qui existent. Elle nous paralyse, nous fait douter et pire encore, nous pousse à éviter de prendre des mesures. Nous vivons avec l'idée que se tromper est un échec, comme si une erreur définissait qui nous sommes. Mais cette mentalité est ce qui maintient beaucoup de gens coincés dans la médiocrité. Si tu veux avancer, tu dois arrêter d'avoir peur de l'erreur et commencer à la voir pour ce qu'elle est vraiment. Un outil pour grandir. Imagine un sculpteur face à un bloc de marbre. Chaque coup qu'il donne avec le ciseau peut sembler une erreur, une imperfection sur la surface lisse. Mais chaque marque, chaque fragment qui tombe, le rapproche davantage de l'œuvre d'art qu'il visualise. C'est ainsi que fonctionne la vie.
Les erreurs ne sont pas des échecs, ce sont les coups nécessaires pour te modeler en la personne que tu veux devenir. Le problème n'est pas de faire des erreurs, mais de savoir comment tu réagis à ces erreurs. Si tu permets qu'elles te définissent, tu t'arrêteras. Si tu les utilises comme apprentissage, tu deviendras quelqu'un de plus fort et de plus sage. Les plus grandes réalisations de l'histoire sont construites sur une montagne d'erreurs. Edison n'a pas inventé l'ampoule à incandescence au premier essai, et les grands leaders n'ont pas atteint le sommet sans tomber d'abord. L'erreur n'est pas la fin, elle fait partie du processus. C'est là que les enseignements stoïciens apportent une leçon cruciale. Épictète disait « La difficulté montre ce qu'est l'homme ». Les erreurs sont ces difficultés qui mettent à l'épreuve qui tu es et combien tu es prêt à persévérer. Au lieu de les craindre, utilise-les pour te prouver de quoi tu es capable. Chaque fois que tu te relèves après une chute, tu te rapproches un pas de plus de tes objectifs. Pour avancer sans peur de l'erreur, change ta perspective. Au lieu de les voir comme des obstacles, considère-les comme des opportunités. Demande-toi, qu'est-ce que je peux apprendre de cela? Comment puis-je m'améliorer? Personne n'attend de toi que tu sois parfait et tu ne devrais pas non plus le faire. Ce qui compte vraiment, c'est que tu continues à avancer, que tu continues à essayer. Le chemin vers le succès n'est jamais droit ni facile. Il est plein de virages, de chutes et d'erreurs. Mais si tu te permets d'apprendre de chaque faux pas, tu découvriras que ces moments difficiles sont ceux qui te transforment le plus. N'aie pas peur de te tromper. Crains de ne pas essayer, parce que la plus grande erreur que tu peux faire est de rester où tu es, sans avancer. Leçon 10. Transforme la peur en ton allié pour grandir. La peur a une façon particulière d'apparaître dans les moments les plus importants. Cette entrevue d'embauche, cette conversation en suspens, ce rêve qui semble si grand que tu n'oses pas le poursuivre. Pour beaucoup, la peur est l'ennemi, la barrière qui se dresse entre eux et ce qu'ils désirent. Mais, et si la peur n'était pas quelque chose à éviter, mais quelque chose à embrasser? Et si, au lieu de t'arrêter, la peur était le moteur qui te pousse? Pense à la peur comme à un signal. Elle n'est pas là pour te dire de t'arrêter, mais pour te montrer où sont tes limites. C'est une boussole qui pointe vers l'inconnu, vers ce qui te défie et vers les domaines où tu peux le plus grandir. Le problème n'est pas de ressentir de la peur, le problème est de la laisser te paralyser. Lorsque la peur gouverne tes décisions, tu lui donnes le contrôle de ta vie. Mais lorsque tu lui fais face, tu la transformes en un outil d'apprentissage et de croissance. Combien de fois la peur t'a-t-elle arrêté? Peut-être as-tu évité de prendre des risques parce que tu avais peur d'échouer, ou tu t'es tu par peur d'être jugé. Maintenant, imagine ce qui se serait passé si tu avais franchi cette étape. Chaque peur que tu affrontes est une opportunité de progresser, de te prouver de quoi tu es capable. La peur n'est qu'une émotion, une réponse de ton esprit à l'incertitude. Et comme toute émotion, elle n'a de pouvoir sur toi que si tu le lui donnes. Les stoïciens, bien qu'ils ne mentionnaient pas directement la peur, comprenaient la valeur de faire face à l'adversité. Épictète disait « Ce qui nous perturbe ne sont pas les événements, mais notre perception d'eux ». La peur est en essence une perception, une anticipation de quelque chose qui pourrait arriver, mais qui n'est pas encore réel. Lorsque tu te permets de défier cette perception, tu te rends compte que souvent la peur est plus grande dans ton esprit que dans la réalité. Pour transformer la peur en ton allié, commence par lui faire face en petites doses. Si tu as peur de parler en public, commence par un petit groupe. Si tu as peur d'échouer, essaie quelque chose de nouveau dans un environnement où le risque est faible. Chaque pas que tu fais vers ce que tu crains affaiblit son influence et renforce ta confiance. Rappelle-toi, la peur ne disparaîtra jamais complètement, mais tu n'as pas besoin de l'éliminer. Tu as besoin de la transformer. Lorsque tu la vois comme un maître et non comme un ennemi, tu découvres qu'elle a beaucoup à t'apprendre. Chaque fois que tu ressens de la peur, fais un pas vers elle. C'est dans ces moments, lorsque tu es hors de ta zone de confort, que tu commences vraiment à grandir. La peur n'est pas la fin, c'est le début de quelque chose de plus grand. Leçon 11. Trouvez le but qui donne un sens à votre vie. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous faites ce que vous faites?
Dans la routine quotidienne, il est facile de perdre de vue le pourquoi derrière nos actions. Nous travaillons, nous assumons nos responsabilités, nous suivons le rythme de la vie. Mais dans quel but? Vivre sans un but clair est comme naviguer sur un bateau sans cap. Vous pouvez vous déplacer, mais vous n'arriverez jamais à une destination significative. Le but n'est pas seulement une grande idée, c'est la boussole qui guide chaque décision, action et pensée. Quand vous savez quel est votre but, même les jours les plus difficiles prennent du sens. L'effort, les sacrifices et les chutes ne sont plus des obstacles, mais des étapes sur le chemin vers quelque chose de plus grand. Mais trouver ce but n'est pas toujours facile. Cela nécessite de la réflexion, de l'honnêteté et surtout le courage d'explorer qui vous êtes vraiment. Beaucoup de gens confondent le but avec les objectifs. Avoir des objectifs est important, mais le but va au-delà. Un objectif peut être quelque chose de spécifique, comme obtenir une promotion ou terminer un projet. Le but, en revanche, est le moteur qui propulse ces objectifs. C'est le pourquoi derrière chaque action. Sans un but, même atteindre vos objectifs peut sembler vide. Trouver le but qui donne un sens à votre vie commence par vous observer vous-même. Demandez-vous, qu'est-ce qui me passionne vraiment? Qu'est-ce qui me donne de l'énergie? Quel impact veux-je laisser dans le monde? Il n'est pas nécessaire que ce soit quelque chose d'extraordinaire ou de grand. Parfois, le but se trouve dans les petites choses. Prendre soin de ceux que vous aimez, contribuer à votre communauté ou simplement être une meilleure version de vous-même chaque jour. Les stoïciens parlaient du but comme vivre en harmonie avec la nature, en comprenant nature comme notre véritable essence. Marc Aurèle disait: l'homme doit agir conformément à sa nature, comme l'olivier produit des olives ou l'abeille du miel. Cela signifie que votre but n'est pas quelque chose que vous inventez. C'est quelque chose que vous découvrez en vous connectant avec vous-même et avec ce qui vous rend unique. Une fois que vous avez trouvé votre but, vous verrez comment tout s'emboîte. Les décisions difficiles seront plus claires parce que vous saurez quelle direction prendre. Les chutes feront moins mal parce que vous aurez une raison de vous relever. Et, le plus important, chaque jour sera chargé de sens, parce que vous saurez que vous vivez en accord avec ce que vous valorisez vraiment. Vivre avec un but n'est pas un luxe, c'est une nécessité. C'est ce qui transforme une existence ordinaire en une vie pleine. Trouvez votre but, et vous ne vivrez pas seulement, mais vous laisserez aussi une empreinte indélébile. Leçon 12. Transforme les blessures du passé en tes plus grandes forces. Le passé peut être un poids que tu traînes ou un outil qui te propulse. Nous avons tous subi des blessures, échecs, trahisons, moments de perte ou de douleur qui ont laissé des cicatrices profondes. Mais ces blessures ne sont pas la fin de ton histoire. Si tu apprends à les regarder avec de nouveaux yeux, elles peuvent devenir la source de ta plus grande force. Ce qui compte, ce n'est pas ce qui t'est arrivé, mais ce que tu en fais. Pense à une épée. Pour être utile, elle doit passer par le feu, le martèlement et le moulage constant. Le processus est intense et douloureux, mais c'est ce qui la transforme en une arme redoutable. Tu es comme cette épée. Les épreuves et les moments difficiles ne sont pas là pour te vaincre, ils sont là pour te forger. Chaque cicatrice que tu portes est un rappel que tu as survécu, que tu es plus fort que tu ne le pensais. Le stoïcisme nous offre une leçon inestimable à cet égard, amor fati, aimer le destin. Ce principe nous invite non seulement à accepter ce qui nous arrive, mais à l'embrasser comme une partie essentielle de notre histoire. Marc Aurèle disait « Ce qui entrave le chemin devient le chemin ». Tes blessures, loin d'être un obstacle, sont la preuve de ta capacité à surmonter ce qui semblait impossible. Pour transformer tes blessures en force, commence par arrêter de les voir comme une punition. Réfléchis à elles avec honnêteté. Qu'as-tu appris? Comment t'ont-elles façonné? Par exemple, si dans le passé tu as fait face à une trahison, tu as peut-être appris à mieux reconnaître en qui avoir confiance. Si tu as subi un échec, tu as acquis de la résilience pour réessayer. Chaque expérience, aussi douloureuse soit-elle, porte en elle une leçon, si tu es prêt à la chercher. Un exemple clair se trouve dans les personnes qui ont transformé leur douleur en impact positif. Pense à quelqu'un qui a tout perdu.
mais qui a utilisé cette expérience pour aider les autres à reconstruire leur vie. Ou à celui qui, après avoir affronté une maladie, trouve un but dans l'inspiration des autres à surmonter leurs propres défis. Ces personnes ne sont pas spéciales parce qu'elles n'ont pas souffert. Elles sont spéciales parce qu'elles ont choisi de transformer leur douleur en but. Rappelle-toi ceci, les blessures ne définissent pas ta valeur, mais ta capacité à les guérir peut définir ta force. Chaque fois que tu regardes en arrière et que tu vois une blessure, tu as l'opportunité de décider si elle sera une excuse pour t'arrêter ou un tremplin pour grandir. Le passé ne peut pas être changé, mais ce que tu en fais, oui. Choisis de transformer tes cicatrices en marques de force, pas en rappel de faiblesse. Comme le disait Marc Aurèle, tout ce qui arrive convient. Utilise ton histoire comme un outil pour écrire le chapitre le plus puissant de ta vie. Il est temps que tu arrêtes d'attendre. Arrête d'être celui qui demande la permission, celui qui se contente toujours, celui qui pense pouvoir changer quelque chose sans lever le petit doigt. La vérité est claire. Le monde ne te doit rien. Si tu cherches l'approbation des autres, tu perds ton temps. Si tu continues à poursuivre ce qui ne te cherche pas, tu ne gagneras jamais. C'est le moment de renverser les règles. Dans cette vidéo, tu vas apprendre à utiliser l'attraction comme un outil, à utiliser la psychologie en ta faveur et surtout à garder le contrôle. Créer du désir n'est pas une question de disponibilité ou de suivre les autres. Il s'agit de savoir quand garder tes distances, comment créer une exclusivité qui te rend irrésistible et comment mettre à l'épreuve les attentes des autres sans craindre de perdre. Ce chemin n'est pas pour les faibles, ni pour ceux qui attendent que la vie leur donne quelque chose. Il est pour ceux qui sont prêts à prendre le contrôle total de leur destin. Ici, il n'y a pas d'excuses, seulement des actions, des décisions et des résultats. Si tu es prêt à arrêter d'être un spectateur et à commencer à dominer, alors commençons par le premier point. 1. La psychologie de l'exclusivité. Comment créer le désir en préservant votre espace personnel? La plupart des gens commettent l'erreur grave de penser que l'attraction se crée en étant toujours disponible, en cherchant constamment la validation des autres, en poursuivant ceux qui ne sont pas intéressés. La vérité est que la véritable attraction naît de l'exclusivité. La psychologie derrière cette attraction ne repose pas sur la disponibilité à chaque instant, mais sur la préservation de votre espace personnel et la décision de qui le partage avec vous. Ce contrôle est ce qui vous place en position de pouvoir, et c'est la clé. L'exclusivité ne consiste pas à être occupé tout le temps, ni à donner constamment, mais à être sélectif avec votre temps et votre énergie. Celui qui ne sait pas poser de limites n'a pas de contrôle, et lorsque vous vous offrez tout le temps, vous perdez de la valeur. Le secret réside dans le fait de se faire rare, de décider quand être présent et quand garder vos distances. Lorsque vous cessez d'être si accessible, vous devenez désirable. La valeur de ce qui est rare, de ce qui est difficile à obtenir, est ce qui génère le désir authentique chez les autres. Pensez-y un instant. Que se passerait-il si vous étiez le seul dans votre entourage à ne pas être disponible à chaque instant? Les gens commenceraient à vous chercher, à vouloir votre temps, à vous valoriser beaucoup plus. La rareté crée de la valeur. Si vous vous offrez tout le temps, vous ne générerez jamais de désir. Mais si vous vous faites rare, vous devenez quelque chose que les gens veulent atteindre. L'attraction ne vient pas d'être là tout le temps, mais d'être capable de préserver votre espace personnel sans être un objet accessible. Le pouvoir de votre espace personnel réside dans ce que vous décidez de retenir. Si tout ce que vous êtes et avez est à la disposition des autres, vous perdez l'avantage. Lorsque vous décidez de poser des limites, lorsque vous décidez de ne pas donner tout ce que vous avez, vous montrez que votre temps a une valeur réelle et que tout le monde ne peut pas y accéder. C'est le principe fondamental. Ne pas être si accessible. Les gens valorisent ce qu'ils ne peuvent pas avoir si facilement. Lorsque vous décidez de cesser d'être celui qui est toujours disponible, vous commencez à être perçu différemment. Les personnes qui vous prenaient pour acquis vous cherchent maintenant
vous désirent, veulent ce que vous avez. L'exclusivité se crée non seulement avec ce que vous offrez, mais aussi avec ce que vous décidez de retenir et de garder pour vous-même. Il ne s'agit pas de vous éloigner complètement, mais d'être intelligent et stratégique avec ce que vous donnez. Il est temps d'arrêter d'être celui qui est toujours disponible. Faites en sorte qu'on vous cherche. Faites en sorte que votre temps et votre énergie soient considérés comme un privilège. L'exclusivité ne signifie pas disparaître, mais ne pas être prévisible. Lorsque vous contrôlez votre espace personnel, lorsque vous vous faites rare et précieux, vous commencez à être perçu comme quelqu'un d'irremplaçable. Arrêtez d'être l'option facile et devenez une nécessité. 2. Change la narration. Est-ce que tu es vraiment rejeté? T'es-tu déjà arrêté pour penser pourquoi tu prends le rejet si personnellement? Pourquoi penses-tu que les gens te rejettent? La première chose que tu dois comprendre est que la plupart du temps, ce n'est pas à propos de toi. Le rejet n'est pas un reflet de ta valeur, c'est simplement une manifestation de circonstances externes, de préférences étrangères ou, pire encore, une perception erronée que tu as créée dans ta tête. La façon dont tu vois le rejet est la clé pour changer comment il t'affecte. Si tu continues à regarder les portes fermées comme un coup à ton estime de soi, tu resteras un esclave de cette narration. Le problème n'est pas que tu sois rejeté, mais que tu as permis à cette expérience de définir ta valeur. Penses-tu vraiment que le rejet est quelque chose de personnel? Ce n'est pas le cas. C'est simplement une réaction des autres. Et la plupart du temps, cela n'a rien à voir avec toi, mais avec leur propre perception, leurs insécurités et leur vision limitée. Changer la narration est ce qui te donne du pouvoir. Le rejet n'est pas une défaite, c'est un signe que tu n'es peut-être pas aligné avec ce dont tu as vraiment besoin. Le problème est que les gens, au lieu d'apprendre de cette expérience, se lamentent, se plaignent et s'enfoncent davantage dans l'auto-apitoiement. Vas-tu vraiment continuer comme ça? Vas-tu rester coincé dans la fausse idée que le rejet te rend inférieur? Les gens qui te rejettent ne te disent pas que tu ne vaux rien. Ils te disent, à la place, que tu n'es pas ce qu'ils recherchent à ce moment-là. Et cela ne te définit pas. Tu n'es pas le rejet. Tu es plus que ça. Ce qui te définit, c'est ce que tu décides de faire avec cette expérience. La véritable force réside dans le fait de prendre le rejet et de lui donner une tournure. Es-tu rejeté? Parfait. C'est ton occasion de redéfinir ton approche, d'évaluer ce que tu veux vraiment et d'apprendre de la situation. Arrête d'interpréter le rejet comme quelque chose de négatif. Fais-en ton allié. Chaque non est un pas de plus vers la rencontre des personnes ou des situations qui sont vraiment alignées avec ce que tu recherches. Il est temps que tu rompes avec cette mentalité défaitiste. Le rejet ne te rend pas inférieur, il te rend plus fort. Chaque fois que tu es rejeté et que tu continues d'avancer, tu te rapproches de ce que tu veux vraiment. Arrête de penser au rejet comme à une défaite et commence à le voir comme un signe que tu es sur la bonne voie, celle qui te mènera à ce que tu mérites vraiment. 3. La clé de la distance stratégique. On t'a appris à croire que se rapprocher, être disponible tout le temps et toujours montrer ton intérêt est la bonne manière de générer de l'attraction. Mais je vais te dire quelque chose de clair. Cette mentalité te fait couler. La distance stratégique est ce qui te met vraiment en position de pouvoir. Les gens sont attirés par ce qui est difficile à atteindre, par ce qu'ils n'ont pas à portée de main. Et toi, si tu continues à être une présence constante, tu perdras tout ton attrait. La véritable clé pour maîtriser toute interaction est de comprendre le pouvoir de l'espace, la valeur que tu crées quand tu n'es pas toujours à portée des autres. Ton temps, ton attention et ta présence sont des ressources rares, et si tu ne les gères pas comme telles, tu les gaspilleras. Il ne s'agit pas d'être distant pour l'être, il s'agit d'utiliser la distance comme un outil stratégique pour faire en sorte que les autres te désirent, te valorisent et, le plus important, te respectent. La distance stratégique ne signifie pas que tu dois disparaître, ni que tu dois couper la communication complètement. Il s'agit de maintenir ton indépendance, d'être présent quand tu le décides, pas quand les autres l'attendent.
Les gens ont tendance à surestimer ce qui est difficile à obtenir. Et si tu es toujours disponible, tu deviens quelque chose de commun, de prévisible, de facile à obtenir. Est-ce ce que tu veux? Être une option de plus? Tu ne l'es pas. Tu ne devrais pas l'être. Quand tu décides de ne pas être toujours là, quand tu décides que ton temps a de la valeur, c'est alors que tu commences vraiment à avoir un impact. La distance stratégique est une façon de montrer que tu n'es pas une nécessité, que tu ne dépends pas de la validation de personne, ni de la présence des autres. Tu deviens quelque chose qui doit être cherché, quelque chose qui doit être gagné. Il est important de comprendre que cette distance n'est pas une stratégie de jeu, mais une façon de protéger ton énergie et ton temps. Choisis quand être accessible, quand te montrer disponible et quand maintenir ton espace. La véritable attraction se crée quand tu te fais rare, quand tu deviens un défi. En le faisant, tu gardes le contrôle et, ce qui est plus important, tu te positionnes comme quelqu'un qui décide quand et comment interagir. Si tu es toujours le premier à donner, le premier à appeler, le premier à offrir ton temps, ce que tu obtiens, c'est que l'autre personne ne te valorise pas vraiment. Il est temps que tu te mettes en premier et que tu utilises la distance stratégique pour renforcer ta position. Arrête d'être celui qui court après les autres. C'est le moment de faire en sorte qu'ils te cherchent. 4. Le pouvoir de l'indifférence émotionnelle. As-tu remarqué combien de fois les émotions des autres te contrôlent? Combien de fois laisses-tu le comportement des autres déterminer comment tu te sens? Si tu veux être imbattable, tu dois arrêter de dépendre des émotions des autres. Le véritable pouvoir réside dans l'indifférence émotionnelle, la capacité de ne pas laisser ce que les autres font ou disent t'affecter profondément. Ne confonds pas l'indifférence émotionnelle avec la froideur. Il ne s'agit pas de fermer ton cœur ou d'être insensible. Il s'agit de ne pas laisser les réactions externes influencer ta paix intérieure. Les gens ont tendance à perdre leur pouvoir émotionnel parce qu'ils se sentent attaqués, rejetés ou méprisés par les commentaires et les actions des autres. Pourquoi laisses-tu cela te contrôler? Le rejet des autres n'est pas ton échec. L'insulte d'un autre n'est pas une blessure à ton identité. Pourquoi leur céder ce contrôle? L'indifférence émotionnelle est un outil de pouvoir, et lorsque tu la maîtrises, tu deviens quelqu'un qui est au-dessus des petites provocations et des obstacles émotionnels. La clé est de comprendre que ce que les autres disent ou font est un reflet d'eux, pas de toi. Tu n'es pas l'opinion des autres, ni les jugements qu'ils émettent. Ce qui t'affecte vraiment, c'est ce que tu décides de laisser t'affecter. Quand tu deviens émotionnellement indifférent, tu te libères. Tu ne laisses pas les commentaires, les critiques ou les attentes des autres déterminer tes décisions. T'ont-ils critiqué? T'ont-ils ignoré? T'ont-ils laissé de côté? Et alors? Cela ne te définit pas. Le rejet, la critique, les manipulations émotionnelles des autres n'ont aucun pouvoir sur toi si tu décides qu'ils n'en ont pas. Tu es celui qui établit les règles. Lorsque tu fais face à ces situations sans perdre le contrôle, sans réagir émotionnellement, tu deviens une figure plus forte et plus respectée. La véritable force réside dans le maintien de ton équilibre en toutes circonstances. Si quelqu'un t'insulte, si tu es rejeté ou critiqué, vas-tu perdre ton sang-froid? Vas-tu laisser cela déterminer ta valeur? Ne le fais pas. Réponds avec calme, réponds avec indifférence. Montre que rien de ce qu'on te dit ne peut t'altérer. Ce n'est pas être faible, c'est être intensément fort. C'est prendre le contrôle de ton bien-être et ne permettre à personne de te l'arracher. L'indifférence émotionnelle n'est pas un manque de soin, c'est une déclaration d'indépendance. Élimine tout ce qui ne te bénéficie pas. Arrête de permettre que ce que les autres font ou disent contrôle comment tu te sens. Le contrôle total réside dans ta capacité à ne pas te laisser entraîner par ce qui n'est pas important. 5. L'attraction pour la rareté. Les gens ne veulent pas ce qu'ils ont à portée de main. La réalité est que plus quelque chose est facile à obtenir, moins elle a de valeur. Et si vous cherchez à attirer, à être respecté et à avoir du pouvoir, vous devez comprendre cela une fois pour toutes. La rareté génère le désir.
Si vous vous donnez tout le temps, si vous êtes accessible sans effort, si vous êtes toujours disponible, la seule chose que vous obtenez est d'être perçu comme quelque chose de commun. Est-ce ce que vous voulez? Être quelque chose de facile, quelque chose d'ordinaire? La rareté est ce qui élève votre valeur. Pensez aux choses que vous désirez vraiment. Sont-elles faciles à obtenir? Non. Les choses que vous désirez le plus sont celles qui se présentent comme limitées, qui nécessitent un effort pour les obtenir. Les gens ne cherchent pas ce qu'ils ont en abondance. Ils cherchent ce qui leur coûte, ce qui est rare, ce qui semble inatteignable. Vous devez devenir cela, un bien rare, désiré, un défi. Quand vous n'êtes pas à la portée de tous, quand vous ne vous donnez pas sans réserve, ce que vous faites est d'augmenter votre valeur aux yeux des autres. Il ne s'agit pas de vous cacher ou de disparaître complètement, il s'agit d'être conscient de votre présence. Faites que les autres vous cherchent. Faites qu'ils se rendent compte que votre temps et votre énergie sont limités, et cela les rend précieux. Les gens chercheront toujours ce qui est difficile à obtenir, ce qui est hors de leur portée. Si vous voulez être quelqu'un qui attire vraiment, faites qu'ils vous cherchent, faites qu'ils vous valorisent. La rareté n'est pas seulement une stratégie, c'est une loi fondamentale de la psychologie humaine. Les gens désirent ce qu'ils ne peuvent pas avoir. Si vous êtes toujours disponible, si vous donnez toujours, si vous vous donnez sans y penser, vous devenez quelque chose de facile à obtenir, quelque chose qui perd rapidement son attrait. Faites de votre présence quelque chose de spécial. Il ne s'agit pas de jouer à être distant simplement pour l'être. Il s'agit de mettre de la valeur dans votre temps, dans vos paroles, dans votre présence. L'attraction pour la rareté ne se limite pas seulement aux relations, c'est quelque chose qui fonctionne dans tous les aspects de la vie. Faites que votre succès, vos réalisations et votre valeur soient perçus comme quelque chose pour lequel il faut travailler pour atteindre. Ne donnez pas vos efforts. Ne faites pas de votre effort quelque chose de facile à obtenir. Rendez-le difficile, rendez-le précieux. Plus ils travailleront pour gagner votre attention, plus vous serez désiré. La rareté génère la curiosité, le désir et le respect. Il est temps que vous commenciez à pratiquer la rareté. Arrêtez d'être celui qui s'offre sans mesure, celui qui se donne sans réserve. Faites que les autres vous désirent parce qu'ils ont dû vous chercher, parce qu'ils ont dû vous gagner. 6. Défie leurs attentes. As-tu remarqué combien de fois tu suis le scénario que d'autres ont écrit pour toi? Combien de fois fais-tu ce qu'on attend de toi juste pour t'intégrer, pour plaire ou pour maintenir la paix? Si tu veux te démarquer, si tu veux attirer le respect et l'admiration, il est temps de défier les attentes des autres. Tu n'es pas un personnage dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Tu es l'auteur de ton propre destin. Et si tu n'oses pas rompre avec les moules que d'autres ont mis pour toi, tu resteras une version diluée de ce que tu peux vraiment être. Défier les attentes ne signifie pas simplement briser les règles pour le plaisir de le faire. Cela signifie faire ce que les autres n'attendent pas, ce qu'ils ne peuvent pas anticiper, et le faire avec une confiance absolue. Les gens sont habitués à voir la même chose, ils suivent les mêmes modèles, attendent les mêmes réponses et répètent ce que d'autres ont fait avant. Et toi, si tu suis ce chemin, tu deviens une copie, pas une figure qui inspire l'admiration. Si tu veux être respecté, si tu veux vraiment être valorisé, il est temps de leur montrer que tu n'es pas là pour suivre le chemin préétabli. Brise les attentes, fais-les se demander, fais-les s'étonner, fais-les réfléchir. Comment a-t-il fait? C'est la clé de la véritable attraction. Créer de l'intrigue, créer de la confusion, parce que ce qui est prévisible ne génère jamais de désir. Les gens suivent ce qui est marqué, ce que la société dicte, ce qui est attendu. Mais ceux qui laissent vraiment une empreinte, ceux qui deviennent vraiment quelque chose de significatif, sont ceux qui osent faire le contraire. Fais l'inattendu. Ne te limite pas à ce que les autres considèrent comme normal. Si on te défie, ne suis pas les règles pour leur prouver que tu peux le faire. Fais-le pour te prouver à toi-même que tu peux exceller, que tu n'es pas ici pour être pareil, pour être un de plus dans la foule. Défier leurs attentes signifie ne pas céder à la pression d'être ce que les autres veulent que tu sois.
Ces commentaires et jugements étrangers, ces attentes que les autres t'imposent, ne sont que des pièges mentaux. Tu décides qui tu es, ce que tu fais et comment tu agis. Qui dit que tu dois suivre le chemin traditionnel? Qui t'a donné le droit de dire que tu ne peux pas aller dans la direction que le reste des autres évite? Défier leurs attentes a aussi un effet secondaire puissant. Cela t'empower. Cela te libère des chaînes du jugement d'autrui, te rend plus fort, plus sûr de toi et plus centré sur tes propres valeurs. Tu deviens quelqu'un d'imprévisible. Tu cesses d'être ce livre facile à lire et tu te transformes en une histoire pleine de rebondissements inattendus, quelque chose que personne ne peut anticiper ni contrôler. C'est la véritable force, être libre, être toi-même, être qui tu es vraiment, sans peur du qu'en dira-t-on. Les gens ont peur de défier les attentes parce qu'ils craignent le rejet, l'échec ou l'inconfort. Il est temps que tu te rendes compte que le rejet n'est qu'une étape de plus vers ta grandeur. Si tu ne défies pas les attentes, tu restes prisonnier de ce que les autres veulent que tu sois. Brise ces chaînes, fais ce que les autres craignent de faire, fais ce qu'ils n'ont jamais imaginé que tu serais capable de faire. C'est le chemin qui mène au véritable respect, au véritable pouvoir et à la véritable attraction. 7. L'art de la non-nécessité. T'es-tu déjà arrêté pour penser à ce qui te rend vraiment attirant? Ce n'est pas être celui qui est toujours disponible, ni celui qui donne toujours sans rien attendre en retour. La véritable attraction naît lorsque tu cesses d'avoir besoin des autres. La dépendance émotionnelle est ce qui te rend vulnérable, et si tu es vulnérable, tu perds le contrôle. Ce qui génère vraiment le respect, l'admiration et le désir, c'est lorsque les autres perçoivent que tu n'as pas besoin d'eux. T'es-tu rendu compte à quel point ta valeur augmente lorsque tu ne cherches rien de personne? Lorsque tu cesses de dépendre de la validation externe, des flatteries et des attentes des autres, c'est alors que tu commences vraiment à contrôler ta vie. Le besoin est un fardeau. Le besoin te fait céder, te fait compromettre ton bien-être pour plaire aux autres, et cela te rend faible. Si tu as besoin des autres pour te sentir bien, alors tu as déjà perdu. L'art de la non-nécessité ne signifie pas que tu dois vivre isolé ou que tu dois éviter les relations. Il s'agit de ne pas mettre ton bonheur, ton bien-être et ton estime de soi entre les mains des autres. Tu veux être respecté? Ne dépends pas d'eux pour te valider. Moins tu dépendras, plus tu seras respecté. Lorsque tu n'as besoin de rien des autres, ils sont attirés par toi parce qu'ils se rendent compte que ta valeur ne dépend pas de leur approbation. Imagine un instant comment les choses changeraient si tu cessais de chercher la validation des autres. Si tu cessais d'être celui qui est toujours disponible, celui qui donne toujours sans rien attendre en retour, tu deviendrais quelqu'un avec le pouvoir de décider. L'art de la non-nécessité est l'art de l'autonomie, d'être maître de tes propres émotions et de ton bien-être, de ne pas être emporté par les attentes des autres. Cette indépendance est ce qui attire vraiment. Ce qui fait vraiment que l'on te respecte et que l'on te désire, c'est lorsque les autres voient que tu ne te traînes pas pour leur attention, que tu ne vis pas en attendant leur approbation. Le besoin est le plus grand affaiblisseur de ton pouvoir personnel, car il te fait agir à partir d'une position de manque, de désespoir. En revanche, lorsque tu agis à partir de la position de la non-nécessité, tu agis avec confiance, avec détermination, avec le contrôle absolu de ce que tu es et de ce que tu offres. Chaque fois que tu mets ta valeur entre les mains des autres, chaque fois que tu cherches leur approbation, tu donnes ton pouvoir. Fais le contraire, sois celui qui n'a pas besoin, mais celui qui donne ce qu'il a quand il le décide, sans rien attendre en retour. C'est cela qui te rend vraiment irrésistible. 8. La fascination pour l'inconnu. T'es-tu déjà arrêté pour réfléchir pourquoi ce que tu ne peux pas comprendre complètement t'attire? La fascination pour l'inconnu est l'une des forces les plus puissantes qui existent. Ce qui n'est pas connu, ce qui reste dans l'ombre, et ce qui provoque le désir le plus profond. Les gens ne cherchent pas ce qu'ils ont déjà clairement, ce qu'ils connaissent déjà. La véritable attraction se réveille quand tu deviens un mystère,
Quand tu es quelque chose qu'ils ne peuvent pas avoir immédiatement, quelque chose qu'ils doivent découvrir. T'es-tu rendu compte comment les gens sont attirés par ce qui est ambigu, par ce qu'ils ne peuvent pas prédire ou contrôler? C'est le mystère qui provoque le désir. Et si tu es quelqu'un de prévisible, facile à lire, quelqu'un qui est à portée de main, tu t'es condamné à être une option de plus. Personne n'est attiré par ce qu'ils ont déjà vu et touché. Les gens veulent ce qui est hors de leur portée, ce qu'ils ne comprennent pas complètement, ce qui éveille leur curiosité. Le pouvoir est de rester inaccessible, de ne pas tout révéler sur toi-même. Ne sois pas le livre ouvert, ne sois pas la réponse immédiate. Fais-toi désirer parce qu'ils n'ont pas toutes les pièces du puzzle. La fascination pour l'inconnu n'est pas une question de cacher qui tu es, mais de montrer seulement ce que tu veux qu'ils voient. Fais en sorte que les autres se demandent, qu'ils restent avec l'envie de plus. Quand tu deviens un mystère, ce que tu réussis à faire, c'est de garder le contrôle, parce qu'ils seront toujours à la recherche de réponses que tu n'es pas disposé à donner. Il n'y a rien de plus puissant que de garder une partie de toi-même inaccessible. Cela ne signifie pas jouer à des jeux stupides, ni manipuler de manière égoïste. Cela signifie que tu ne dois pas être si facilement déchiffré. Fais en sorte que les gens s'intéressent à ce qui est au-delà de l'évidence. Quand tu laisses de la place à l'imagination, tu crées une tension qui maintient les gens près de toi, toujours à la recherche de découvrir plus. C'est le point le plus important. Le mystère génère la fascination. Et la fascination mène au désir. Si tu es toujours transparent, si tu partages toujours tout, si tu ne laisses rien à l'imagination, tu deviens ennuyeux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien à découvrir, rien à attendre. Mais quand tu es le mystère, quand tu t'entoures de quelque chose qui reste sans réponse immédiate, tu deviens quelqu'un à qui ils ne peuvent pas arrêter de penser. La fascination pour l'inconnu est le moteur qui fait que les autres veulent faire partie de ta vie. Mais tu auras toujours le contrôle de ce que tu montres et de ce que tu caches. Fais en sorte qu'ils restent avec l'envie de plus, maintiens ce halo de mystère, et tu verras comment tout autour de toi commence à changer. La clé est d'être incompréhensible, d'être quelque chose qu'ils doivent toujours chercher. 9. Le changement de perspective, transformer le non en victoire. As-tu déjà considéré qu'un non pourrait être ta plus grande victoire? La plupart des gens voient le rejet comme un échec, comme un signe qu'ils ne sont pas assez bons ou qu'ils ont échoué. Mais je vais te dire quelque chose qui te surprendra probablement. Le non n'est pas un échec. C'est une opportunité. La clé est de changer de perspective, de transformer ce rejet en quelque chose qui te renforce plutôt que de t'affaiblir. Le non n'est pas un rejet de ta valeur, ce n'est pas un jugement qui dit que tu n'es pas digne. Le non indique simplement qu'à ce moment-là, l'autre personne n'est pas en phase avec ce que tu proposes. Cela ne te définit pas. Ce qui compte vraiment, c'est comment tu réagis à ce non. Est-ce que tu te décomposes, recules ou prends le non et le transformes en tremplin pour ton prochain pas? La différence entre ceux qui restent bloqués et ceux qui avancent réside dans la façon dont ils affrontent le rejet. Le non te donne du pouvoir. Il te permet de redéfinir le chemin, de remettre en question ce qui ne fonctionne pas et d'ajuster ton approche. Au lieu de voir le rejet comme un obstacle, utilise-le comme un signe que tu es sur la bonne voie. Chaque fois que tu fais face à un non, tu as l'opportunité de faire un ajustement et de te rapprocher encore plus de ce que tu désires vraiment. Il ne s'agit pas de se rendre, il s'agit de s'adapter et de continuer avec plus de force. Quand tu transformes un non en victoire, tu te positionnes comme quelqu'un qui ne dépend pas de l'acceptation externe. Ta valeur ne se mesure pas au rejet que tu affrontes, mais à la façon dont tu te relèves après eux. Le non n'est qu'une partie du processus. Et si tu comprends cela, tu deviens imbattable. Chaque rejet est une opportunité de démontrer ta résilience, de montrer que rien ne t'arrête. Transformer le non en victoire signifie tirer parti de chaque expérience pour grandir, pour apprendre et pour t'améliorer. Pourquoi se lamenter pour un non?
Pourquoi le laisser te démolir? Prends ce rejet, relève-toi avec plus de force et continue d'avancer avec la même confiance. Chaque non est juste une confirmation que le oui est beaucoup plus proche. Rappelle-toi, le non n'est qu'une étape sur le chemin vers le oui. Ne le laisse pas te définir. Change ta perspective, change ton approche et fais en sorte que chaque non te rapproche de ce que tu désires vraiment. Au lieu d'être vaincu par un non, utilise cette expérience pour continuer à atteindre tes objectifs sans jamais abandonner. 10. Le temps comme allié. Le temps est l'une de tes ressources les plus puissantes, mais la clé réside dans la façon dont tu l'utilises à ton avantage. Si tu n'es pas intelligent avec le temps, si tu le gaspilles à chercher l'approbation ou à être disponible sans discernement, alors le temps ne sera pas ton allié, il sera ton ennemi. La plupart des gens gaspillent leur temps et ne se rendent pas compte que le temps est ce qui crée le mystère, la distance et le désir. Lorsque tu contrôles ton temps, lorsque tu décides quand et comment être présent, tu deviens quelqu'un que les autres valorisent davantage. La rareté ne s'applique pas seulement à ta présence physique, mais aussi à ta disponibilité temporelle. Lorsque tu es celui qui est toujours disponible, tu perds du pouvoir. Lorsque tu contrôles ton temps, tu deviens quelque chose de précieux, quelque chose qui n'est pas facilement accessible. Le temps ne doit pas être quelque chose qui est gaspillé. C'est un allié clé pour créer une aura d'exclusivité. Fais en sorte qu'on te cherche. Fais de ta présence un privilège. La clé du temps est d'apprendre à être stratégique avec ta présence. Si tu veux être désiré, si tu veux être vu comme quelque chose de rare et de précieux, fais que le temps joue en ta faveur. Ne sois pas celui qui répond toujours aux messages immédiatement. Ne sois pas celui qui est toujours disponible pour les réunions et les demandes. Le pouvoir est dans le contrôle de ton temps. Plus ton temps est géré, plus tu seras respecté, plus tu deviendras attrayant. Rappelle-toi que le temps est une ressource finie et ce qui n'est pas accessible est ce qui attire le plus. Lorsque tu deviens quelqu'un qui ne s'offre pas pour n'importe quoi, lorsque tu apprends à attendre le moment parfait pour agir, alors le temps cesse d'être quelque chose qui t'échappe et devient ton allié le plus précieux. Ne laisse pas les autres contrôler ton temps. Sois le maître de ton temps et tu verras comment cela te donne le contrôle de la situation et des interactions. Chaque moment que tu passes à attendre, à ne pas être disponible à chaque seconde, te rend plus désirable, plus difficile à atteindre. Ce n'est pas seulement un jeu de « je ne suis pas disponible », c'est un jeu de contrôle et de pouvoir. Fais de ton temps la chose la plus précieuse que tu offres et tu verras comment la dynamique change en ta faveur. Lorsque le temps est de ton côté, le désir des autres devient inévitable. Le respect n'est pas quelque chose que l'on peut exiger et encore moins imposer. C'est quelque chose que l'on gagne, que l'on construit à travers nos actions et nos attitudes. Mais comment y parvenons-nous lorsque nous vivons dans un monde où le respect semble se faire rare? Beaucoup espèrent être traités avec dignité, mais peu s'arrêtent pour réfléchir à la façon dont ils gèrent eux-mêmes le respect, tant envers les autres qu'envers eux-mêmes. Les stoïciens nous enseignent que, pour gagner le respect, nous devons d'abord le montrer, non seulement avec des mots, mais aussi avec nos actions quotidiennes. Au lieu de réagir impulsivement au manque de respect, nous devons répondre avec composture, avec une patience qui ne nous permet pas d'être entraînés à leur niveau. La véritable force ne se trouve pas dans le combat pour ce que nous croyons mériter, mais dans le maintien de notre calme, de notre fermeté et de nos valeurs, même lorsque d'autres tentent de les saper. Le respect ne repose pas sur ce que les autres pensent de toi, mais sur la façon dont tu te gères toi-même, comment tu gères tes émotions et comment tu maintiens la cohérence entre ce que tu penses, dis et fais. Aujourd'hui, nous allons explorer comment nous pouvons appliquer ces principes dans la vie quotidienne. Avec cela à l'esprit, il est temps de creuser comment nous pouvons agir de manière stoïcienne et pratique dans nos vies pour gagner le respect que nous recherchons tant. Ensuite, je vais partager 8 conseils que tu peux mettre en œuvre immédiatement pour commencer à construire cette base solide de respect, tant envers toi-même qu'envers les autres.
Commençons par le premier. Conseil 1. Souviens-toi que le silence est parfois la réponse la plus forte. Lorsque nous sommes confrontés à une provocation, la réaction immédiate est de nous défendre, de répliquer ou même d'attaquer. Nous nous sentons poussés à répondre parce que nous pensons que notre dignité est en jeu, que nous ne pouvons pas laisser les autres nous humilier ou nous manquer de respect sans conséquence. Cependant, dans de nombreux cas, le plus puissant que nous pouvons faire est de nous taire. Le silence n'est pas un signe de faiblesse ou de lâcheté, c'est un acte de contrôle et de maturité, quelque chose que les stoïciens savaient très bien. Chaque fois que quelqu'un essaie de te provoquer, il cherche une réaction, il veut te voir perdre le contrôle. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'en ne répondant pas, tu leur envoies un message beaucoup plus fort que n'importe quel mot que tu pourrais dire. Tu fais clairement comprendre que tu ne peux pas être manipulé par leur tentative de te déstabiliser. Tu montres que, au lieu de jouer leur jeu émotionnel, tu préfères garder ta paix intérieure. C'est une façon de montrer ton pouvoir personnel, un pouvoir qui ne repose pas sur le besoin de réagir, mais sur la capacité de rester calme au milieu du chaos. Le silence, donc, n'est pas seulement l'absence de mots, c'est un outil puissant pour garder le contrôle. Il nous permet de nous éloigner des émotions impulsives qui peuvent surgir dans la chaleur du moment et de répondre avec la clarté de la raison. Alors que d'autres luttent pour obtenir une réaction, tu choisis de garder ta position ferme, sans laisser rien ni personne te faire perdre ton cap. Cette attitude ne reflète pas seulement la force, mais aussi montre que tu n'es pas un esclave de tes émotions, ni de ce que les autres pensent de toi. Il y a quelque chose de profondément libérateur dans la décision de ne pas réagir. Chaque fois que tu choisis de te taire plutôt que de crier, d'insulter ou de te battre, tu renforces ton autocontrôle et tu montres du respect pour toi-même. Tu n'as pas besoin de te défendre à chaque attaque, car ta valeur ne dépend pas des opinions des autres. Tu ne te rabaisses pas au niveau de ceux qui essaient de t'humilier. Tu restes simplement ferme, sans céder à la provocation. Celui qui garde le silence dans les moments de tension montre qu'il a le contrôle de lui-même, qu'il sait ce qu'il vaut et qu'il n'a pas besoin de l'approbation des autres pour se valider. Le silence te donne aussi du temps. Il te permet de réfléchir avant d'agir, de réfléchir à la situation et de décider si cela vaut vraiment la peine de perdre ton temps et ton énergie dans un conflit. Parfois, le mieux que nous puissions faire est d'observer, d'écouter et surtout de garder notre calme. Lorsque nous réagissons impulsivement, nous ne faisons que perpétuer le cycle du conflit. Mais lorsque nous choisissons de nous taire, nous brisons ce cycle et prenons le contrôle de la narration. C'est un acte de sagesse, parce que nous comprenons que toutes les batailles ne doivent pas être livrées. Le silence a un pouvoir si grand que, parfois, il est beaucoup plus efficace que n'importe quel mot. Lorsque tu refuses de tomber dans le piège de la provocation, tu deviens quelqu'un d'insurmontable. Non pas parce que tu es invulnérable aux critiques, mais parce que ta paix et ta dignité sont au-dessus de toute tentative de les perturber. La véritable force réside dans la capacité de garder son calme, même lorsque d'autres essaient de te faire sortir de ton centre. Dans ces moments, le silence est la réponse la plus forte, car il montre que, même si on t'attaque, on ne peut pas te contrôler. Arrête de penser que le respect ne s'obtient qu'à travers une réponse verbale ou une réaction. Parfois, le plus grand respect est gagné lorsque tu sais quand te taire, lorsque tu choisis de ne pas entrer dans la guerre de mots que d'autres veulent livrer contre toi. Lorsque tu choisis de ne pas répondre, tu fais clairement comprendre que tu es maître de toi-même, que ta tranquillité n'est pas à vendre. Dans ces moments, le silence n'est pas seulement une réponse, c'est une victoire silencieuse qui reflète ta force intérieure et ta capacité à rester ferme sans que rien ni personne ne puisse te faire tomber. Conseil 2. Ne te rabaisse pas au niveau de ceux qui tentent de t'humilier. Les personnes qui tentent de t'humilier ne cherchent pas simplement une dispute, elles cherchent quelque chose de beaucoup plus profond. Elles veulent te voir tomber. Elles veulent te voir perdre le contrôle. Elles veulent que tu te rabaisses à leur niveau, que tu baisses la garde et que tu répondes à leurs attaques émotionnelles.
La vérité est que, lorsque tu décides de t'engager dans ce combat, lorsque tu acceptes le défi de répondre, tu joues exactement le jeu qu'ils veulent que tu joues. Tu leur permets de te contrôler, de t'entraîner dans un espace où ta dignité perd de la valeur. Ton plus grand pouvoir réside dans le maintien de ta position. Il ne s'agit pas de se taire et de faire comme si de rien n'était. Il s'agit de ne pas permettre à personne de te rabaisser. La véritable force n'est pas d'être le plus bruyant ou celui qui répond immédiatement, mais de maintenir ta paix intérieure et de montrer que tout ne t'affecte pas. Répondre à la provocation ne fait que te rabaisser, peu importe ce que tu dis ou fais après. La véritable victoire est de ne pas tomber dans le jeu émotionnel des autres. Quand quelqu'un t'humilie, ce qu'il cherche vraiment, c'est à t'invalider. Il cherche à ce que tu perdes ton contrôle, que tu réagisses impulsivement et que tu montres ta faiblesse. Chaque fois que tu cèdes, chaque fois que tu te rabaisses, tu donnes à cette personne une petite victoire. Et ce n'est pas ce que tu veux. Il ne s'agit pas d'être passif, ni de laisser les autres te marcher dessus. Il s'agit de rester ferme, de ne pas laisser ce que quelqu'un dit ou fait te faire perdre ce que tu es. Ton respect ne dépend pas des opinions des autres, mais de la façon dont tu te gères toi-même dans les moments de tension. Chaque fois que tu te rabaisses et que tu entres dans leur jeu émotionnel, tu perds le contrôle. Ne te permets pas d'être une partie du drame que d'autres essaient de créer. Ta valeur ne dépend pas de ta capacité à te défendre, mais de la façon dont tu restes ferme même lorsque d'autres essaient de te renverser. Le respect se gagne avec la retenue, pas avec des réactions impulsives. Quand quelqu'un essaie de t'humilier, ne réponds pas à la provocation. Garde la tête haute, ne laisse pas ses mots ou ses attitudes t'affecter. C'est là la véritable force, celle qui se démontre avec calme, pas avec colère. Le respect que tu cherches ne se gagne pas par des cris ou des attaques verbales, il se gagne par la capacité à rester calme, à résister à la tentation de répondre de la même manière. La bataille pour le respect ne se gagne pas avec des mots rapides, mais avec la maîtrise de soi. Chaque fois que tu décides de ne pas tomber dans la provocation, tu ne les laisses pas seulement derrière toi, mais tu leur montres que ton respect n'est pas à vendre. Les gens qui essaient de t'humilier essaient de te faire sentir petit pour se sentir supérieur. Ne leur permets pas de le faire. En restant ferme, sans te rabaisser, tu montres que tu as le contrôle total de toi-même. Ta dignité ne dépend pas de ce que les autres pensent de toi, mais de la façon dont tu te comportes face à l'adversité. En choisissant de ne pas entrer dans leur jeu, tu ne te protèges pas seulement toi-même, mais tu leur fais comprendre qu'ils n'ont pas le pouvoir de t'affecter. La véritable force ne se mesure pas aux mots que tu dis au moment de la provocation. Elle se mesure à la façon dont tu restes ferme lorsque d'autres essaient de te renverser. Il n'y a pas de pouvoir dans la colère ou la vengeance. Le pouvoir est dans le calme, la fermeté et la dignité. C'est cela qui génère vraiment le respect. La prochaine fois que quelqu'un essaiera de t'humilier, souviens-toi de ceci. Ne te rabaisse pas. La véritable victoire est de ne pas les laisser t'entraîner à leur niveau. Conseil 3. Garde ta posture droite et ton regard ferme en entrant dans une réunion. Il n'y a rien de plus important que la façon dont tu te présentes lorsque tu entres dans une pièce, surtout quand il s'agit de gagner du respect. Le langage corporel parle plus que les mots que tu peux prononcer. Chaque fois que tu entres dans une réunion, dans une conversation importante ou même dans un espace où tu vas affronter des personnes qui ne te respectent peut-être pas, ta posture et ton regard sont la première déclaration de qui tu es. La plupart des gens sous-estiment le pouvoir de la posture. Tu serais surpris de voir combien de personnes perdent de la crédibilité avant de dire un seul mot, simplement parce que leur corps reflète l'insécurité. As-tu remarqué comment les personnes qui ne sont pas sûres de leur valeur ont tendance à se courber, à détourner le regard ou à se recroqueviller? Cette attitude crie la faiblesse. Et dans un monde où le respect se gagne, c'est la pire carte que tu peux jouer. Si tu veux être respecté, tu dois d'abord montrer que tu te respectes toi-même. Garde ton dos droit, tes épaules en arrière et ton regard ferme.
N'entre pas dans une salle la tête baissée, comme si tu n'avais rien à apporter. Si tu le fais, tu laisses entendre que tu n'as rien de valeur à offrir, que tu ne mérites pas d'être pris en compte. Peu importe combien d'années d'expérience tu as ou combien ton CV est impressionnant, si ton corps parle d'insécurité, les autres le percevront avant d'entendre un seul mot de toi. Ce que tu vois chez les autres n'est pas seulement ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils projettent avec leur corps. Si tu entres avec la tête basse, les yeux fixés sur le sol, la seule chose que tu transmets est la soumission. C'est exactement ce que les gens qui ne te respectent pas vont interpréter. Tu es quelqu'un qui ne se sent pas digne d'être écouté. Personne ne te respectera si tu ne te montres pas respectable. La posture droite et le regard ferme sont ta première ligne de défense et, en même temps, ta déclaration de principe. Ce sont les signes que tu es là pour prendre ta place, pour être écouté, pour ne pas permettre à personne de te marcher dessus. Il ne s'agit pas d'être arrogant, encore moins de prétendre être quelque chose que tu n'es pas. Il s'agit de te montrer comme quelqu'un de sûr de sa valeur, quelqu'un qui sait qu'il est dans cette pièce pour une raison et qui a le droit d'y être. Si tu ne te présentes pas avec cette certitude, personne d'autre ne le fera pour toi. Les autres liront ta posture comme une indication que tu es quelqu'un digne de respect ou, à défaut, quelqu'un qui ne mérite pas d'être pris en compte. Le respect ne se demande pas, il se gagne. Et il se gagne avec chaque petite action que tu prends, avec chaque mouvement de ton corps, avec la façon dont tu te tiens devant la vie. Garde la posture droite, non pas parce que les autres l'exigent, mais parce que tu te l'exiges à toi-même. Ta valeur ne dépend pas de ce que les autres pensent, mais si tu veux qu'on te respecte, tu dois d'abord montrer que tu te respectes toi-même. Une posture ferme est la première barrière contre le mépris, l'indifférence et la tentative de te piétiner. Tu ne peux pas laisser quelqu'un te faire sentir inférieur simplement à cause de la façon dont tu te présentes. La prochaine fois que tu entres dans une salle, fais-le avec confiance. La façon dont tu te présentes définit, plus que tu ne le penses, comment les autres te percevront. Si tu n'es pas capable de maintenir une posture ferme, si tu n'es pas capable de regarder dans les yeux ceux qui t'entourent, alors ne sois pas surpris si on ne te donne pas le respect que tu mérites. Il ne s'agit pas seulement de ce que tu dis, il s'agit de la façon dont tu te comportes. Garde ta posture droite, ton regard ferme et montre au monde que tu as le contrôle de ta place. Conseil 4. Répondez calmement lorsque quelqu'un vous interrompt en plein milieu d'une conversation. Les interruptions ne sont pas seulement un manque de respect, elles sont une tentative claire de vous priver de votre voix, d'invalider votre point de vue. Mais voici la vérité, personne n'a le pouvoir de vous retirer votre place dans une conversation, à moins que vous ne le permettiez. Si vous êtes interrompu, le monde n'est pas contre vous. Il teste simplement votre niveau de contrôle sur vous-même. Si vous répondez avec impatience, avec colère ou sur la défensive, vous perdez le contrôle. Vous démontrez que vous n'êtes pas capable de rester calme face à la provocation. Et s'il y a une chose que les gens respectent, c'est la capacité de rester serein, même lorsque les autres essaient de vous déstabiliser. Le secret n'est pas de se taire ou de céder. Le secret est de rester ferme et calme, sachant que votre voix ne dépend pas du fait que les autres vous laissent parler. Si quelqu'un vous interrompt, gardez votre sang-froid. Ne vous précipitez pas pour répondre immédiatement. Ne vous mettez pas sur la défensive. Ce que vous cherchez à transmettre, c'est que votre position est si solide qu'une interruption ne va pas vous déstabiliser. Répondez-leur calmement, et vous verrez comment soudainement ce sont eux qui se sentent déplacés. Lorsque quelqu'un vous interrompt et que vous répondez calmement, sans perdre votre sérénité, vous envoyez un message clair. Peu importe combien de fois tu essaies de me prendre le contrôle, je suis ici pour me faire entendre et je ne me laisserai pas entraîner à ton niveau. C'est une attitude qui exige du respect, car, comme un volcan qui n'éclate pas à chaque mot lancé dans sa direction, vous restez fermement à votre place. Vous ne réagissez pas impulsivement, mais avec intelligence. Et c'est ce qui fait la différence. Ceux qui interrompent cherchent généralement à provoquer une réaction. Ils veulent que vous vous précipitiez, que vous soyez frustré. Si vous tombez dans ce jeu,
Il gagne et vous perdez. En restant calme, vous ne démontrez pas seulement que vous avez le contrôle de vous-même, mais aussi que vous avez le pouvoir de définir le rythme de la conversation. Ne laissez personne voler votre temps ni votre espace. Chaque fois que quelqu'un vous interrompt et que vous répondez avec sérénité, non seulement vous prenez le contrôle, mais vous leur apprenez aussi que le respect se gagne avec patience et dignité, pas avec des cris ou des impositions. Votre voix a du poids, et ce poids ne doit pas dépendre du fait qu'on vous laisse parler sans interruption. Si vous avez appris quelque chose dans la vie, c'est que vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous valide pour être entendu. Vous avez juste besoin d'être capable de rester calme, de montrer que vos paroles ont de la valeur, même lorsque vous êtes interrompu. La véritable force réside dans le fait de ne pas être emporté par l'impatience, de montrer que votre valeur ne diminue pas à cause des attitudes des autres. Alors, la prochaine fois que quelqu'un vous interrompt, ne vous énervez pas. Répondez-leur calmement, en étant sûr que ce que vous avez à dire est suffisamment précieux pour être écouté. Ne vous abaissez pas au niveau de l'interruption, gardez votre sang-froid et montrez que peu importe combien de fois ils essaient d'interrompre, vous ne laisserez pas cela vous faire perdre le contrôle. Le respect se gagne de la manière la plus puissante, non pas en réagissant comme tout le monde s'y attend, mais en répondant avec la sérénité de quelqu'un qui sait qu'il a le contrôle de lui-même et de la situation. Conseil 5. Ne cherche pas l'approbation, fais ce qui est juste, pas ce qui est populaire. Nous vivons dans un monde où la validation externe est devenue une obsession. Nous cherchons tous l'acceptation, mais au fond, le véritable respect ne se gagne pas en faisant ce que les autres attendent, ni en suivant la voie facile de la popularité. Les gens se sentent à l'aise lorsqu'ils s'intègrent, lorsqu'ils suivent les attentes des autres. Mais ce confort est ce qui t'éloigne de gagner un véritable respect, le respect qui vient d'être authentique, de faire ce qui est juste, même quand personne ne te regarde. Le respect ne se gagne pas en plaisant aux autres, ni en suivant les règles d'un jeu que tu n'as pas choisi. Si tu te bases sur ce que les autres veulent que tu fasses, tu finiras par perdre de vue ce qui compte vraiment. La véritable force réside dans le fait de faire ce qui est juste, même lorsque personne ne te soutient, même lorsque ce qui est juste te met en conflit avec les autres. C'est ce qui te donne du pouvoir, c'est ce qui te place dans une position de véritable respect. Chaque fois que tu choisis de faire ce qui est juste plutôt que ce qui est populaire, tu construis une réputation solide, une réputation basée sur l'intégrité. L'intégrité est ce qui fait de toi une personne digne de respect. Les gens peuvent suivre la foule, ils peuvent se joindre à ce qui est à la mode, mais ce qui perdure vraiment, c'est l'authenticité. La popularité s'estompe. Le respect pour quelqu'un qui suit son propre chemin, qui prend des décisions basées sur des principes, ne se démode jamais. Ne te trompe pas, faire ce qui est juste n'est pas toujours facile, loin de là. Il est beaucoup plus simple de suivre ce que la majorité fait, de se conformer, d'éviter les conflits. Mais si tu veux vraiment être respecté, tu dois être capable de marcher seul lorsque la foule va dans une autre direction. Ceux qui te respectent ne te suivront pas simplement parce que tu leur donnes ce qu'ils veulent entendre ou voir. Ils te suivront parce que tu es cohérent, parce que tes actions parlent de ce que tu es réellement et non de ce que les autres attendent que tu sois. Chaque fois que tu choisis la bonne option, même si elle est impopulaire, tu gagnes plus que l'approbation temporaire des autres. Tu gagnes le respect de ceux qui t'observent et, plus important encore, tu gagnes ton propre respect. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te valide si tu sais que tu fais ce qui est juste. Si tu bases ta vie sur le fait de plaire aux autres, tu perdras ton authenticité et, avec elle, ta capacité à générer un véritable respect. Le respect que tu cherches est construit par la fermeté avec laquelle tu suis tes propres principes, peu importe les pressions externes. Les gens peuvent ne pas être d'accord avec toi, ils peuvent même rejeter ce que tu fais, mais ce qu'ils ne peuvent pas faire, c'est te retirer ta dignité si tu restes ferme dans ce que tu sais être juste. La popularité est éphémère et vide, mais la dignité et le véritable respect sont éternels.
Ce n'est pas le moment de chercher l'approbation ni de céder à la médiocrité. Si tu n'es pas prêt à faire ce qui est juste lorsque tout le monde te pousse vers la facilité, vers le confort, alors tu te dépouilles de ta propre valeur. Le respect ne se mendie pas, il se conquiert. Et tu le conquiers en faisant ce que tu dois faire, peu importe les critiques ou le rejet. Si tu n'es pas prêt à être toi-même et à maintenir ton intégrité face à l'adversité, ne te plains pas lorsque les autres t'ignorent ou te méprisent. Parce qu'au final, le respect ne se construit pas avec de faux sourires ni avec des attitudes qui s'adaptent à ce que les autres veulent. Il se construit avec des décisions fermes, des convictions inébranlables et la certitude que ce qui est juste sera toujours supérieur à ce qui est facile. Conseil 6. Sois cohérent entre ce que tu penses, dis et fais. Sais-tu ce qui détruit le plus le respect? L'incohérence. Les gens ne respectent pas ceux qui disent une chose et en font une autre. Le respect se construit lorsque tes paroles et tes actions sont alignées, lorsque ce que tu penses, dis et fais reflète la même vérité. Si tu n'es pas cohérent, tu crées un vide entre ce que tu prétends être et ce que tu es réellement. Personne ne respecte quelqu'un qui n'agit pas selon ce qu'il prêche. Pourquoi quelqu'un devrait-il te suivre ou te faire confiance si tu n'es pas capable de tenir ta parole? L'incohérence est une faiblesse, et les gens peuvent détecter cette faiblesse à des kilomètres de distance. Si tu dis que tu valorises quelque chose, mais que tes actions démontrent le contraire, tu ne perds pas seulement en crédibilité, tu perds en respect. Personne ne te prendra au sérieux si tu ne te présentes pas tel que tu es, si tu n'es pas cohérent avec ce que tu dis et fais. Les gens ne respectent pas les promesses vides, ils ne respectent pas les paroles qui ne sont pas soutenues par des actions. Ce qui compte, ce sont les faits, pas ce qui est dit sous la pression. Si tu veux gagner du respect, tu dois vivre selon ce que tu prêches. Il ne suffit pas de parler de valeurs, de principes ou d'intentions. Tu dois démontrer par chaque action que tes paroles ne sont pas seulement du vent, mais qu'elles ont un but. La cohérence ne génère pas seulement du respect, elle génère aussi de la confiance. Quand on te voit agir avec congruence, les gens commencent à croire en toi. Ils voient que ce que tu dis a du poids, que tes paroles ne sont pas seulement une façade. Tu es un exemple à suivre parce que tu démontres à chaque action que tu vis selon les mêmes règles que tu prêches. Personne ne te respectera si tu dis que tu vas faire quelque chose et que tu ne le fais jamais. Personne ne te respectera si tu es d'une manière en public et d'une autre en privé. Les gens respectent ceux qui sont capables de rester fermes dans n'importe quelle circonstance, qui ne changent pas selon la commodité. Si ce que tu penses n'est pas ce que tu dis et ce que tu dis n'est pas ce que tu fais, alors il n'y a pas de base pour le respect. Tu construis une façade qui s'effondrera au premier vent fort. Si tu veux vraiment être respecté, tu dois être la même personne dans tous les aspects de ta vie. Tu ne peux pas te diviser entre ce que tu crois et ce que tu fais pour plaire aux autres. La cohérence n'est pas négociable, c'est la base de toute relation solide et de respect véritable. Le respect se gagne avec la constance, en étant le reflet de ce que tu penses et de ce que tu dis. Tu ne peux pas demander le respect si tu ne le démontres pas d'abord dans tes propres actions. Si tes paroles ne correspondent pas à tes actions, alors tu ne te respectes pas toi-même. Personne ne suivra quelqu'un qui n'est pas capable d'être cohérent avec lui-même. Et à la fin, ce que les gens respectent, ce n'est pas ce que tu dis, mais ce que tu fais quand personne ne regarde. Conseil 7. Choisis l'action, pas la plainte. Dans un monde rempli d'excuses et de lamentations, la plainte est devenue une habitude. Mais laisse-moi te dire quelque chose de clair. Se plaindre ne change rien. Les plaintes ne résolvent pas les problèmes. Elles n'améliorent rien, elles ne font que consommer ton énergie et ton temps. Si tu veux vraiment gagner du respect, si tu veux que les autres te prennent au sérieux, tu dois arrêter de te plaindre et commencer à agir. La plainte est un refuge pour les faibles, pour ceux qui préfèrent blâmer les circonstances plutôt que de prendre le contrôle de leur vie. Si tu te plains, tu n'admets que ton impuissance.
Tu dis que tu n'es pas capable de changer la situation, que tu préfères rester coincé dans la souffrance plutôt que de chercher des solutions. Le respect se gagne avec des résultats, pas avec des paroles vides. Personne ne respecte quelqu'un qui se plaint constamment. Les gens respectent ceux qui font face aux problèmes de front, qui cherchent des solutions, qui agissent. Ceux qui restent dans la plainte ne progressent jamais. Ils sont tellement occupés à se lamenter sur ce qu'ils n'ont pas, sur ce qu'ils n'aiment pas, qu'ils perdent de vue ce qu'ils peuvent faire pour le changer. Chaque fois que tu choisis de te plaindre plutôt que d'agir, tu donnes à la vie le pouvoir de te contrôler. Au lieu de prendre les rênes et d'avancer, tu préfères rester coincé dans une mentalité de victime. Ne laisse pas la plainte être ta façon d'exister. Lève-toi et fais quelque chose. Si tu n'es pas content de quelque chose, change-le. Ne reste pas à attendre que le monde le fasse pour toi, parce que le monde ne te doit rien. Si tu veux du respect, tu dois le prouver par l'action. Personne ne respecte ceux qui se sentent victimes de leur propre destin. Le respect se gagne avec des décisions fermes, avec des pas qui vont vers le changement, pas avec des plaintes qui ne font qu'alimenter la passivité. Le monde est plein de gens qui se plaignent de leurs circonstances, mais les gens qui réussissent vraiment sont ceux qui choisissent l'action, ceux qui font face aux problèmes et ne restent pas coincés en eux. Se plaindre ne fait que te diminuer. L'action te grandit. Ne perds pas ton temps à te lamenter sur ce que tu ne peux pas contrôler. Fais ce qui est en ton pouvoir pour changer ce que tu peux. Le respect ne se gagne pas avec des excuses, il se gagne avec l'effort, avec des actions qui démontrent que tu ne t'arrêtes devant rien, que tu ne te contentes pas de la médiocrité. Les plaintes sont pour ceux qui ne sont pas prêts à se battre pour ce qu'ils veulent. Si tu veux vraiment que les autres te respectent, montre que tu n'as pas peur de faire ce qu'il faut pour t'améliorer, pour changer, pour avancer. Choisis l'action, pas la plainte. La plainte ne te maintient qu'au même endroit. L'action te fait avancer, te mène au succès, te mène au respect. Et c'est le seul chemin que tu dois suivre. Conseil 8. Donne l'exemple, non seulement en parole, mais aussi en action quotidienne. Les mots ne valent rien s'ils ne sont pas accompagnés d'action. Nous pouvons tous parler de ce en quoi nous croyons, de ce que nous désirons ou de ce que nous prévoyons de faire. Mais ce qui compte vraiment, ce sont les actions que nous entreprenons chaque jour. Si tu veux gagner du respect, tu dois démontrer par tes actes ce que tu dis. Tu ne peux pas demander du respect si tu n'es pas prêt à vivre selon les principes que tu prêches. La véritable autorité ne se gagne pas avec des promesses ou des discours, mais avec la constance de tes actions quotidiennes. Parler de responsabilité, d'honnêteté ou de travail acharné n'a aucun poids si tes actions ne reflètent pas ces mots. Chaque fois que tu agis de manière incohérente avec ce que tu dis, ta crédibilité diminue. Le respect ne se réclame pas, il se gagne. Et cela se fait par la cohérence entre ce que tu dis et ce que tu fais. Si tu te considères comme quelqu'un digne de respect, alors agis comme tel dans chaque situation, pas seulement quand cela t'arrange ou quand il y a des gens qui regardent. Les gens te respecteront quand ils verront que ce que tu fais soutient ce que tu dis, sans exception. Si tu affirmes que tu valorises l'honnêteté, mais que tu mens, que tu valorises l'effort, mais que tu cherches des raccourcis, ou que tu valorises le respect, mais que tu agis de manière méprisante, personne ne te prendra au sérieux. Les paroles vides sont faciles à dire, mais c'est le comportement constant, jour après jour, qui construit réellement le respect. Si tu te vantes d'être quelqu'un de principe, mais que tu ne suis pas ces principes dans ta vie quotidienne, alors tu n'es tout simplement pas digne de respect. Si tu veux que les autres te respectent, tu dois être la première personne à te respecter toi-même et à vivre selon ce que tu prêches. Quand tu donnes l'exemple par tes actions, tu ne démontres pas seulement tes principes, mais tu inspires aussi les autres à faire de même. Les gens suivent l'exemple, pas les mots. Si tu agis avec cohérence et constance, tu n'auras pas besoin de demander du respect. Tu le gagneras naturellement. L'influence de ton exemple sera beaucoup plus puissante que n'importe quel mot que tu pourrais dire. Les gens qui respectent vraiment quelqu'un sont ceux qui voient que cette personne vit selon ses propres règles, sans faire d'exception, sans céder à la commodité.
Ceux qui t'entourent peuvent détecter le faux à des kilomètres. Il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit d'être authentique. La véritable grandeur se démontre par la façon dont tu agis quand personne ne te regarde, quand il n'y a pas de public qui attend que tu te comportes de manière exemplaire. C'est là que le respect est gagné. Si tu veux être quelqu'un digne de respect, il ne suffit pas de parler de ce que tu feras, fais-le. Ne demande pas de respect, gagne-le tous les jours avec tes actions. Les mots sont éphémères, mais les actions laissent une empreinte profonde et durable. Si tu veux vraiment être respecté, commence à être l'exemple que les autres suivront. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.